long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Comme vous le savez certainement, hier c'était le Media Day NBA, la grande reprise avec forcément toutes les promesses et toutes les bonnes intentions. Tout le monde arrive sapé comme il faut, sur la même longueur d'onde, entre les joueurs qui ont perdu 25 kilos, ceux qui en ont gagné 10 uniquement de muscles, les nouveaux meilleurs amis de la Terre. Tout est parfait. Il y a 30 équipes qui vont jouer le titre cette année, c'est sûr et certain. Et en fait, avec Shai Mamou et Antoine Pimel, mes deux acolytes, on s'est décidé de se livrer un petit jeu de info intox, voir un petit peu ceux en qui on croit, ceux en qui on croit pas trop, ceux en qui on croit pas du tout. Voilà, faire un petit peu un tour, un petit tour de la NBA. Et puis bien sûr, Coupe du Monde, enfin championnat du monde oblige. On fera aussi un point sur l'équipe de France qui jouera demain son quart de finale face à la Chine. Voilà un petit peu le programme pour ce nouvel épisode. Première question tout simplement, Shai et Antoine, cette première journée du Media Day NBA hier, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a tapé dans l'œil, une nouvelle coupe de cheveux, ça peut être Jimmy Butler, une nouvelle, un nouveau physique affûté comme jamais, ou au contraire un mec dont vous vous êtes dit oula, cette année ça va pas le faire? Quel est le premier truc qui vous a tapé dans l'œil à l'un et à l'autre? Moi, ça m'a fait un peu en deux temps, parce que du coup, ça a été sur le lundi et le mardi. Le lundi, forcément, j'attendais les Nets avec du popcorn devant l'écran, parce que j'attendais de voir ce qu'ils allaient dire, s'ils allaient se planquer, pas se planquer. Donc, j'ai pas du tout été déçu, on en reparlera après, mais bon, voilà, ça a été… Ouais, limite, tu les cherchais sur Netflix, en fait. C'est plus là, série, je cherchais, je comprenais pas. Mais… L'épisode 1 était lundi, et j'ai pas été déçu et pas été du tout surpris, en fait, par Kyrie, par KD, par ce qu'ils ont… J'espérais presque que KD soit un peu franc du collier et dise ouais, bon, bah voilà, j'ai vraiment voulu me casser parce que ça. Là, il a juste dit non, je suis content d'être là. Oui, j'ai pas réussi à être tradé, mais c'est pas grave. L'équipe était pas très. Je pensais qu'elle était pas compétitive, mais bon, voilà. Je trouve un peu décevant. Kyrie complètement perché comme d'habitude. Comme s'il n'était pas du tout dans l'équipe cette année et celle d'avant, qu'il n'avait rien à voir avec la choucroute. Donc voilà, les Nets, gros drama. Et l'autre truc, pour faire bref, c'est DeAndre Ayton. Honnêtement, ça m'a… Je pensais quand même qu'ils allaient au moins faire semblant, parce que je peux comprendre que le climat est un petit peu pesant à Phoenix. Il y a le propriétaire, blablabla et tout, mais alors, il a même pas… Tu disais tout à l'heure, oui, tout le monde essaye des bonnes intentions et de bonne humeur. Il s'en bat les couilles. Ah non, mais, il faut dire les choses. Ah, mais c'est le terme, c'est-à-dire qu'il lui demande… donc il avoue qu'il n'a pas du tout parlé à Monty Williams, mais genre sans explication. Non, on n'a pas parlé depuis l'embrouille, en gros. Est-ce que tu es content d'être là? Alors, il a re-signé, voilà, il est censé montrer qu'il est content d'être là pour les prochaines années. Ouais, I'm all right. I'm all right. Le I'm all right, c'est le magnifique. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, moi. Et puis, vraiment, il cache absolument pas, il n'y a pas de masque sur son visage. Hein, c'est vraiment, il cache, ça le saoule d'être là, quoi. Et en plus, tu vois, si c'était un personnage qui a toujours été un peu comme ça, tu sais, à la Kawhi, au final, tu sais, tu poses pas 50 questions, mais quand même, DeAndre Ayton, c'est quand même un mec qui rigole beaucoup et tout. Ouais. Et même son I'm all right, tu as sa bouche qui dit quelque chose, mais tout son corps, il te dit non, je suis pas I'm all right, là, je suis pas all right. Non, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, vraiment de voir que, même dans ses choix de mots, tu vois, à aucun moment, il parle de… Je sais pas comment dire, il a écarté toute notion de plaisir, en fait. Ouais. Dans toutes ses réponses de lui-même, il est allé sur le fait non, mais je suis pro, c'est un boulot, je vais faire mon boulot. Enfin, je sais pas, t'es basketteur pro, là, tu vas pas travailler à l'usine, tu vois. Donc, bien sûr, c'est un métier difficile, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais tu sens pas de passion, tu sens qu'il a pas envie d'être là, en fait. Et le dernier mec qui avait pas envie d'être là, c'était Eric Bledsoe. On a vu comment ça a fini. Donc voilà. Bledsoe qui avait dit, rappelle qu'il avait dit. Il avait dit I don't want to be here. Ouais, et après, il a fait genre qu'il était dans un barber. J'étais chez vos barbershop, je parlais pas. Il y avait trop de monde. Non, mais ouais, je pense que cette histoire est pas finie, quoi. Il devrait être content. Si Serveur s'en va, parce que c'est Serveur qui ne voulait pas lui donner l'argent au départ, à la base. Qui est censé ne pas croire en lui suffisamment pour lui donner le max.
Et au final, Server, il dit qu'il met la franchise en vente, même si c'est un processus long. Ayton, qui n'est pas vieux, peut se dire, bon, l'autre, il va partir, je vais pouvoir être dans une meilleure situation. Mais bon, il doit y avoir d'autres implications et la timeline n'est peut-être pas la même. D'autant qu'on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé dans ce match 7 en interne dans Ouais. l'équipe. On ne sait toujours pas vraiment pourquoi il a si peu joué. Est-ce qu'il a vraiment refusé de rentrer? Pourquoi est-ce qu'il était frustré? Si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il était aussi frustré au moment où on lui a demandé de rentrer? Et c'est vrai que c'était un petit peu inquiétant par rapport à ce que tu disais, Antoine, c'est que DeAndre Ayton, c'était quand même le bon soldat toutes ces années-là, quoi. Je veux dire, il s'est mis au service de l'équipe clairement. Il a accepté, même si c'est certainement un peu à regret, de ne pas pouvoir montrer toute l'étendue de ce qu'il pense pouvoir faire en attaque pour vraiment rentrer dans le système de jeu des Suns. Il était assez irréprochable dans l'attitude et dans les efforts jusqu'à présent, quoi. Et ouais, mais moi je suis déçu en tant que. Alors je suis pas un fan des Pacers, hein, c'est pas mon équipe, mais en tant que mec lambda qui aime bien cette équipe, on est très peu dans le monde en Vous dehors de êtes trois, l'Indiana à aimer les vous avez un Pacers. groupe WhatsApp. Mais ouais, je devrais ouvrir la page Pacers France, même si ça existe sans doute. Non, j'aime bien les Pacers, tu vois. Et moi, j'aurais vraiment bien voulu voir Haliburton, Mathurin, Duarte et Ayton ensemble. Les Suns nous ont privés de quelque chose qui aurait pu être cool. Tout ça pour se faire gifler en demi-finale de conférence dans quelques mois, franchement, c'est très Vraiment. moyen. C'est très moyen. Bon, oui, voilà. Alors déjà, ça fait pas mal d'infos. Je vous propose qu'on revienne un petit peu quand même sur la grande série de cette saison qui sera forcément les Brooklyn Nets. Parce que si vous n'avez pas regardé un petit peu ce qui s'est dit sur ce Media Day, en gros, c'est tout va bien. Tout était question les gens s'étaient mal compris. Kevin Durant voilà, avait quelques doutes au début de l'été, mais finalement, il trouve que Sean Marks fait un travail exceptionnel. Ben Simmons trouve que le staff technique de coaching staff est incroyable, super. Donc, tout va très bien. Tout le monde est ravi de pouvoir se retrouver pour jouer ensemble. Donc, au petit jeu du info et intox, première question hyper large finalement, mais toutes ces bonnes intentions données de part et d'autre, est-ce que vous y croyez tous les deux? Est-ce que vous pensez vraiment que, au moins de la part du Big Three, Ben Simmons, KD, Kyrie Irving, tout le monde est sur la même est sur la même longueur d'onde à ce moment de la saison, est prêt à faire les efforts pour que ça fonctionne? Ou est-ce que vous avez des doutes là-dessus? Moi, je pense qu'ils sont pas tous sur la même longueur d'onde déjà, parce que même dans les discours des uns des autres, bon, KD est là, ok, il annonce il dit ce qu'il a dit, il n'y a pas de problème, mais Kyrie qui commence déjà avec son cas personnel à parler de sacrifice financier, du fait que Personne ne c'était voulait le normal. signer. Non, mais c'est ça, il dit j'avais des options. J'aurais pu partir, j'avais des options, mais le stigmate autour de ma vaccination, blablabla. Je sens déjà qu'il va faire de son cas personnel une problématique dans l'équipe, encore une fois, je pense. Après, par contre, les gars, juste sur ça, je crois qu'il parle de l'an dernier, qu'il ne parle pas de cette année. Je crois qu'il parle, en gros, il explique que l'an dernier, il aurait pu signer une extension. Ouais, mais il parle quand même du départ de cet été, quand ils lui ont demandé est-ce que tu peux partir cet été. On parle, il y a deux choses différentes. Pour le sacrifice de 100 millions, par exemple, il parle de l'an dernier. Tu as raison de préciser. C'était au moment pas pour défendre Kyrie. Hein. Non, c'est ton droit. Hein, mais non, tu as raison, c'est deux choses différentes. Mais dans les deux cas, sur le premier, il parle de son sacrifice à cause de la vaccination. Et le deuxième, il dit quand même, quand on lui a posé la question sur est-ce que tu aurais pu partir cet été, il te dit alors oui, j'ai eu quelques options, mais encore une fois, mon statut vaccinal et le fait qu'à cause de ça, on pense que je ne suis pas fiable et que je ne vais pas me pointer aux matchs, aux entraînements, tout ça, fait que j'avais peu d'options au final. Si c'était que ça. Que ça. Et il parle aussi du trade de Kevin Durant en disant ouais, c'était embarrassant et gênant, mais on a un rapport de confiance. On sait pas trop. Il est toujours dans une position de mec qui observe la situation comme s'il n'était pas dedans en fait. C'est ça qui je pense qu'il est pas, il est sur sa propre longueur d'onde. Quant aux deux autres, c'est un peu différent. Simone, je l'ai trouvé, moi qui suis très très sceptique sur lui, sur son absence de l'année dernière et tout ça. Alors déjà, j'avais oublié le son de sa voix, ça m'a choqué. Il a une voix ultra grave, j'avais oublié qu'il parlait comme ça. Je l'ai trouvé bien luné, plutôt positif et encourageant. Après, il faut encore une fois le voir sur le terrain. Il a fait 2-3 promesses un peu cheloues aussi, genre je vais prendre j'ai envie de shooter à 3 points. Et on l'a vu à l'entraînement, il a essayé d'en prendre, etc. Et sa mécanique est dégueulasse. C'est pas fou. Donc non, dans l'ensemble, là, pour parler des trois, j'ai un peu de mal à croire que tout va être harmonieux tout de suite. Et il y a eu un grand absent pour moi dans les déclarations des trois et des uns et des autres, c'est Steve Nash, encore une fois, parce que le mec, KD si on en croit, et KD n'a pas formellement démenti non plus le fait d'avoir demandé la tête de Nash. Hein.
Et même Kyrie, quand ils lui disent, il y a eu des conversations, il a dit, il y a eu des conversations cet été, Kevin en avait besoin, j'en avais besoin. Il dit, et les conversations, il dit, avec Sean Marks, avec Joe Tsai, entre les joueurs, il n'a pas dit une seule seconde Steve Nash. Donc, ces mecs-là, qui sont pour moi pas sur la même longueur d'onde, vont être coachés par un mec dont ils évoquent à peine le nom. Kyrie disait de toute façon que tout le monde coachait dans l'équipe, hein, donc c'est pas un problème. Hein, y a pas de... j'ai l'impression qu'il est complètement absent et effacé du débat, donc j'ai du mal à croire qu'ils vont être parfaitement sur le même ton d'entrée. Mais je peux me tromper. En fait, Ouais, non, mais vas-y, ouais. Antoine. Non, j'allais dire, je pense que c'est un peu de la façade. Enfin, ouais, selon moi, c'est de la façade. Par contre, il y a un truc, c'est que des fois, la façade est nécessaire. Des fois, il faut faire genre que tout va bien. Tu vois, et tu speak it into existence, tu vois, comme dirait LaVar Ball, quoi. Tu dis tout va bien, tu essaies de te convaincre que tout va bien, et puis bon, avec un peu de chance, ça peut passer. Je pense, voilà, là, comme on en parlait une fois, les Nets, ils sont à un gros début de saison de régler une partie de leurs problèmes. Pas tout, mais une partie, et notamment la partie concernant Kevin Durant. Je pense que Kevin Durant, s'il voit que l'équipe marche bien, il sera dans un tout autre mood. Après, il y aura toujours ce que tu soulignes avec Steve Nash, c'est vrai, c'est vraiment inquiétant, c'est très bizarre d'ailleurs, c'est très très bizarre. Sachant que Steve Nash et Kevin Durant se connaissent quand même depuis longtemps, s'apprécient depuis longtemps, je trouve ça très bizarre. Bon, Kyrie sera toujours un problème et Ben Simmons, je pense, sera toujours un problème. Par contre, sur le terrain, il peut contribuer. J'ai l'impression que mentalement, il sera toujours un problème. Pas de la même manière que Kyrie, mais il y aura quelque chose. Toujours à fleur de peau, en fait, ça n'a pas changé. Ouais. Entre là, sur le Je Media pense Day, qu'il est mal entouré en plus. je sais pas, mais sur le Media Day, plus son passage chez JJ Redick dans le podcast, alors c'était intéressant parce qu'il me semblait sincère, hein, mais il est toujours hyper un peu susceptible. Je me dis, putain, mec, tu vas jouer à New York, tu vas te faire la presse, ils vont pas te lâcher, les fans, ils vont pas te lâcher. C'est comme à Philly, c'est différent, mais je l'ai senti pareil, à fleur de peau et pas forcément prêt à. C'est ce qui m'inquiète un peu. Ouais. Non, ouais, ça va être intéressant. En fait, moi, je vais commencer par Kevin Durant parce qu'en fait, finalement, des trois, d'un point de vue basket, c'est le plus fiable. C'est-à-dire que c'est vraiment. Kevin Durant se présente comme un hooper, ils sont pleins à se présenter comme ça. C'est vraiment un basketteur dans l'âme, Kevin Durant. S'il y a un entraînement, il sera à l'entraînement. S'il peut faire des shoots en plus, il viendra. Il a été sur le terrain, il a été exemplaire en fait avec les Nets. Il est venu à chaque fois qu'il fallait. Les séries de playoffs contre les Bucks où il devait jouer 48 minutes, eh ben, il les a joués. Il a été fort. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'a fait un peu fait tiquer, c'est de l'entendre parler notamment du fait qu'il trouve qu'il faut que les joueurs soient tenus, enfin qu'on les tienne responsables, qu'il faille responsabiliser les joueurs, mettre un cadre et tout. Et ça m'a un petit peu fait sourire parce que c'est le premier truc que Kyrie et lui ont fait sauter quasiment aux Nets quand ils sont arrivés, sachant que c'est là-dessus que les Nets s'étaient reconstruits avec Kenny Atkinson, etc. Enfin Antoine, t'en as parlé à plusieurs reprises, avec toutes des routines d'entraînement assez précises, de manière justement à mettre responsabiliser les joueurs, créer vraiment un groupe. Et c'est une des premières choses que KD et Kyrie ont fait sauter en arrivant. Donc c'est toujours un petit peu surprenant de voir quelqu'un qui dit ouais mais on n'est pas assez cadré, alors que 2 ans avant en arrivant on disait non mais moi je suis Kevin Durant, on peut pas me cadrer comme ça, je sais ce que j'ai à faire. En ce qui concerne Kyrie, je pense que ça reste quand même la carte la plus ça reste le joueur le plus illisible, incompréhensible de toute la ligue. C'est impossible de parier sur lui. C'est pour ça que moi, je ne peux pas parier sur un succès des Nets. Même si sur le terrain, sur le papier, il y a du talent, il y a tout pour faire des résultats, je ne peux pas avoir confiance en Kyrie Irving pour tout un tas de raisons. Pour ce qui est de Ben Simmons, j'ai trouvé vraiment l'entretien avec JJ Redick intéressant. Voilà, si vous n'avez pas écouté le podcast de JJ Redick avec Ben Simmons, vous pouvez aller sur Basket Session. On en a retranscrit plusieurs passages au fil de certaines news. J'ai trouvé qu'il était quand même assez honnête dans sa manière de répondre aux questions. C'était aussi intéressant de voir à quel point il avait été handicapé par cette blessure au dos. Il n'y a aucune raison de mettre sa parole en doute sur ces aspects-là. Voilà, les athlètes de ce niveau-là, ils ne se font pas opérer du dos juste pour sauver les apparences ou autre. Donc, s'il peut revenir en pleine capacité, enfin vraiment tel qu'il était, le joueur qu'il était avant, je pense qu'il va tout de suite apporter beaucoup à cette équipe des Nets. La seule question, on a parlé des tirs à 3 points, tu disais, Shai, moi j'aurais aimé l'entendre parler des lancers francs, parce qu'au bout du compte, on se rappelle de cette passe qu'il donne à
Dernier match qu'il a disputé face aux Hawks, où il refuse d'aller dunker, c'était avant tout parce qu'il avait peur d'aller au lancer franc. Il est à quelque chose comme 34% de réussite au lancer franc sur cette série, un truc catastrophique comme ça. Pour moi, c'est plus handicapant la notion de est-ce qu'il a peur d'aller au lancer franc que est-ce qu'il prendra des tirs à 3 points. C'est vraiment ça pour moi la question la plus importante quelque part. Enfin, celle pour laquelle j'attends d'avoir des réponses quand on le verra sur le terrain. Mais je pense que les 3 points, c'est un faux problème en fait. C'est comme avec Giannis, quoi. C'est quelque chose que les médias ou les fans, ou je pense surtout nous, les médias, avons créé et qu'il induit en erreur. Si lui, il se met à penser que c'est absolument ce qu'il doit faire, c'est qu'il est même induit en erreur parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'être fort à 3 points pour gagner des titres nécessairement si tu es la superstar. Giannis l'a montré, tu peux être la superstar de ton équipe qui emmène ton équipe au bout sans tirer forcément beaucoup à 3 points. Ben Simmons, c'est même pas la superstar numéro 1 de son équipe et il a 2 mecs au-dessus de lui qui sont de toute façon tous les 2 d'excellents shooters. Que ce soit Kyrie Irving comme Kevin Durant, eux, ils vont étirer les lignes. Joe Harris, il va étirer les lignes. Seth Curry va étirer les lignes. Patty Mills va étirer les lignes. Royce O'Neal est capable de mettre des 3 points dans le corner. TJ Warren peut étirer les lignes s'il revient en bonne santé. Cam Thomas peut mettre des 3 points. Tout le monde peut mettre des 3 points honnêtes. Il n'y a pas besoin. Ben Simmons, quand sa première saison aux Sixers, quand Embiid est blessé, il joue avec 4 shooters autour de lui. Lui, il ne met pas un tir, mais on s'en fout. L'équipe, elle est très bonne, avec un meneur à la Magic, avec des très gros guillemets. Et au final, honnête, il va devoir faire un peu de men, comme il le faisait, un peu de création, de transition, de porter la balle, créer du jeu, et un peu de Draymond Green. Donc, il va avoir un rôle très mixte et à aucun moment dans ce rôle, il a écrit tirer à 3 points. Les Warriors, ils continuent à gagner des titres avec Draymond Green qui tire. On a l'impression qu'il a un sac à dos de 50 kilos sur son dos à chaque fois qu'il prend un tir. Ben Simmons, il ne peut pas faire pire. Hein. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut par contre qu'il mette des lancers parce que sinon, il va y avoir des fautes sur lui. Il va jouer près de la raquette. Il aura des opportunités de monter au cercle, après des pics, après des pin-downs, ou en partant de loin, de dessous. Il faut qu'il puisse convertir. Ça, c'est sûr. Il faut qu'il puisse punir, il faut qu'il puisse dunker, il faut qu'il puisse scorer de près, et il faut qu'il puisse absorber les contacts. Il a le corps pour le faire et il faut qu'il puisse mettre ses lancers. Les 3 points, c'est limite du bonus en fait. S'il met 2-3 points dans la saison, bah ok, c'est cool, mais c'est pas sur ça qu'on l'attend en fait. Ouais, et c'est dommage que toutes les questions soient concentrées là-dessus. Combien de 3 points tu vas prendre cette saison? Combien de tirs tu vas prendre? Ah, j'ai bossé mon 3 points. C'est pas ça qui compte. Mais j'ai l'impression qu'il en est assez persuadé de ça, parce que dans le podcast avec JJ Redick, ce qui est rigolo, ce qui était marrant, c'est que les moments, à chaque fois qu'il parlait des bons moments qu'il a passés à Philly sur le terrain, les équipes qu'il a préférées, il fait tout le temps référence à l'équipe dont tu parlais, Antoine. Alors, je pense qu'il y a une taille qui est très claire envers Joel Embiid. Mais effectivement, il n'arrêtait pas de revenir à ça. Pourquoi est-ce que je prendrais un tir à 3 points si j'ai JJ Redick qui sort d'un écran à l'opposé? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je tire à 3 points si j'ai Marco Bellinelli qui peut marquer en déséquilibre et que j'ai Ersan Ilyasova qui tire le terrain, qui tire la défense en bas? Il y faisait beaucoup référence. Et finalement, j'ai l'impression, alors ça c'est mon analyse de psychologue du sport assis dans son canapé à des milliers de kilomètres du gars, hein, mais que finalement, une des forces de Ben Simmons, une des raisons pour lesquelles il est arrivé à ce niveau, c'est qu'il a une confiance inébranlable en lui, en ses capacités. Et qu'en même temps, c'est ce côté buté, têtu qui lui a permis d'en arriver là. Et aussi ce qui peut le freiner et ce qui fait que, malgré tout, s'il avait bossé un peu plus sur le tir ou sur les lancers francs, ou sur, voilà, ne serait-ce que le tir à mi-distance, voilà, même des longues twos, en fait, s'il mettait ces tirs-là, il les tirerait déjà plus les défenses. S'il avait passé plus de temps à la salle, je pense, à bosser ça, en se disant, bah, il y a peut-être un fond de vérité, je suis pas obligé de vouloir prouver au monde que tout le monde a tort et qu'on peut gagner à ma manière, il en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc il en serait peut-être pas, il serait peut-être un peu plus avancé dans sa carrière aujourd'hui. Donc c'est ces dimensions-là qui sont intéressantes à voir. Et à l'inverse d'un Kevin Durant, c'est vrai qu'on ne sait pas trop en fait quel genre de bosseur est Ben Simmons. On n'a pas vraiment d'infos là-dessus. Est-ce qu'il est prêt vraiment à aller à la salle pour sur le terrain? Moi, j'aime beaucoup le joueur. Sur le terrain, j'ai rien de particulier à lui reprocher sur son engagement sur le terrain, mais c'est peut-être en dehors. Est-ce qu'à l'âge qu'il a, il a vraiment la volonté d'aller bosser pour passer encore un cap potentiel? Parce que voilà, il est jeune, il a un talent de taré, il a déjà été dans une All-NBA Teams, il a déjà été dans une All-Defensive Teams. Tu te dis, bon, bah voilà, tout l'avenir est devant lui pour un joueur comme ça. Ouais, moi, en fait, on en revient au même point. C'est-à-dire que sur le papier, sportivement, si tout le monde est à peu près en forme physique, que KD n'est pas obligé de porter l'équipe pendant que les autres sont ou absents ou blessés,
Sportivement, j'ai pas trop de doutes. Moi, même l'année dernière, même quand il y avait encore Harden et tout ça, je les imaginais en finale, même sans trop de problèmes. Le problème, c'est que moi, j'estime que le basket, du coup, c'est pas que du sportif et du terrain, et qu'autour, il faut qu'il y ait de l'alchimie, des bonnes relations. Ça fait pas tout, mais c'est une partie essentielle. Et quand, enfin, à notre époque, avec les réseaux sociaux, avec les questions des médias et tout ça, il faut que ça se passe un minimum bien. Et c'est toujours ça le doute, en fait. C'est pour ça que je remets un peu en doute tout ce qu'ils ont montré lundi dans leurs déclarations, dans leurs intentions. Je suis vraiment en mode j'attends de voir, parce que les gars, vous n'avez pas montré que vous étiez fiable sur ce point-là. Sportivement, je serais ravi de les voir tous combinés ensemble. Quand les trois jouaient ensemble, quand Harden, KD et Kyrie étaient ensemble, c'était inarrêtable en fait. Ils ont joué quoi, 15 matchs, et ils ont mis des roustes quasiment à tout le monde. Là, je pense aussi que sportivement, Simmons, Durant, Irving, avec le supporting cast qui est en train d'être monté autour, comme tu disais Antoine, il y a la recette pour faire des trucs parfaits en fait. Mais les impondérables autour, les intangibles, c'est important aussi. Ouais, le moindre moment d'adversité au Nets, il peut se payer très cash, quoi. Ça peut vraiment complètement partir en vrille. C'est-à-dire, tu vois, dans l'adversité, il y a certaines équipes, forcément, tu souffres et tu as des moments difficiles. Eux, tu sais que ça peut passer de 0 à couler complètement en 3 jours. Ça part complètement en cacahuète. Et je pense que Steve Nash sera le premier fusible, hein, de toute façon. Si KD il se retape 2-3 mois à porter l'équipe tout seul et à tirer sur son physique parce que Kyrie a un problème perso et que Ben Simmons n'a pas apprécié que le coach le critique dans la dernière conf, et du coup sa blessure est un peu plus longue que prévu. Enfin, plein de trucs comme ça en fait qui font que j'attends vraiment de voir. Il y a le talent, mais après. Ouais, à voir. Ça sera vraiment intéressant de voir aussi, finalement, ce que tout repose malgré tout sur Kevin Durant. Est-ce que lui et Ben Simmons vont cliquer, en fait? Parce que si ça clique, Ouais. les Nets ont ces deux joueurs-là pour encore un certain nombre d'années. Ouais. Donc finalement, tu dis, si le fusible à faire bouger pour avoir une équipe qui peut peut-être espérer aller plus loin, c'est Kyrie Irving, tout reste possible. La question, c'est effectivement, comme tu disais Antoine, si ça se met à partir en vrille dès le début de l'année, que KD a aucune envie d'essayer de tisser une relation particulière avec Ben Simmons, ou qui ne croit pas dans ce que Ben Simmons peut apporter à cette équipe pour aller chercher un titre. C'est une équipe qui peut tout aussi bien aller jusqu'en finale de conférence à l'Est, peut-être, que exploser avant la trêve, avant la période des transferts, j'ai l'impression. Mais, parce qu'en plus, je pense à un truc, mais tu as raison sur le fait, est-ce qu'ils vont cliquer? KD, comme tu dis, c'est le hooper ultime. Tu as l'impression qu'il pense qu'au basket. Il n'a pas de vie privée. La seule fois où il s'est fiancé, il s'est séparé parce que c'est parce qu'il avait match. tournait du basket, parce qu'il avait match. Et Ben Simmons, ça reste un mec qui est sorti avec une Kardashian, enfin une Jenner, peu importe, mais c'est un mec qui est quand même intéressé aussi par l'extra sportif, et c'est son droit le plus strict. Hein. Et c'est pour ça que j'attends de voir s'il y a cette connexion-là, elle va se faire aussi. Bon, bah, il y a du taf à faire en tout cas. Bon courage à Steve Nash, et voilà, je serais pas étonné que le nouveau sponsor maillot soit Doliprane là, pour les Nets cette année. Yeah. Allez, on va parler maintenant d'une équipe dont on parle quand même quasiment jamais. Ok, donc en gros, c'est l'équipe dont personne ne parle jamais, les plus gros underdogs de toute la ligue. On parle bien sûr des Los Angeles Lakers, puisque Anthony Davis a dit que c'était voilà l'équipe dont personne ne parlait, qu'ils avaient passé sous les radars absolument cette année. Donc là, tout va bien. Russell Westbrook et Pat Beverley, meilleur ami du monde. Les tatouages BFF sur le poignet dès la reprise. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du Media Day des Lakers? Qu'est-ce que ça vous a inspiré tous les deux? Un beau bluff. Non, non, sur Westbrook et Beverley, je pense qu'on en a fait un peu trop sur leur animosité. Je pense que, enfin, trop, quand je dis on, c'est l'ensemble, tu vois, c'est-à-dire que voilà, on sait qu'il y avait un vrai passif entre les deux, pas un passif imaginaire, tu vois, il y avait un vrai truc. Et bah, forcément, tu vois, dès qu'il y a deux joueurs comme ça qui ont eu un espèce de bif qui se réunissent dans la même équipe, notre premier réflexe, c'est sortir les pop-corn et tout. Mais bon, je pense que ça reste des adultes, tu vois. À un moment, ils ne sont pas non plus. Je dirais, ça reste des choses qui se règlent. Donc, moi, je ne suis pas surpris qu'ils s'entendent bien. Enfin, qu'ils s'entendent bien. Je continue à penser quand même que c'est du bluff, l'histoire du meilleur pote, etc. Beverley, il fait très bien l'acteur. Il aime bien parler aux médias. Il aime bien raconter ses trucs. C'est un truc qu'on a bien vu depuis qu'il est en NBA. Il aime bien se lancer dans ce genre d'histoire. Je pense par contre qu'ils sont tout à fait capables de se supporter, peut-être même de se soutenir, tu vois.
Il y a que l'histoire que Beverley racontait, mais pareil, c'est là où je te dis qu'il aime bien parler dans les médias, d'en faire des tonnes, mais sur voilà, Westbrook qui aurait payé qui aurait offert à sa famille, à la famille de Beverley, des places pour un match des Rockets. Bon, voilà, ils savent jouer cette corde. Je pense que ça arrange vachement les Lakers que Beverley joue cette carte. Je te dis pas que ça vient d'en haut, qu'on lui a dit ouais, il faut que tu racontes ça. Je pense que ça vient de lui-même, hein. Mais bon, ça fait tout plein de bonnes intentions. C'est un peu comme les Nets, quoi. Tu as l'impression que c'est ouais, y a tout un décor qui est planté. Je pense que bon, ça ne changera pas. Il y a un problème avec Westbrook aux Lakers, qu'il le veuille ou non. Le problème, c'est peut-être pas la relation Beverley-Westbrook. Par contre, quand tu as une franchise qui fait venir 2 meneurs, tous les deux capables d'être titulaires, alors qu'ils ont déjà un meneur titulaire All-Star dans leur effectif, c'est pas un hasard, c'est pas anodin, c'est pas juste non, mais on voulait se renforcer avec Schroeder et Beverley, ça n'a rien à voir. Non, bien, il y a un problème Westbrook et ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ça existe et ils vont devoir gérer ça pendant cette saison. De toute La façon. violence de la question, une des premières questions pour Westbrook, normalement, lors des Media Days, ils y vont tranquillement, comment était ton intersaison et tout. Deuxième question, le mec, il lui fait, mais tu crois que les Lakers veulent vraiment de toi ou pas? Ouais, mais ça, c'est trop. Y a pas Mais de après, limite. et le truc, c'est que la question, après, forcément, les mecs se la posent forcément parce que tout le monde sait qu'ils ont essayé, ils ont cherché des options pour le faire partir, mais que personne n'a mordu à l'hameçon, que il fallait sacrifier peut-être des pics et qu'ils n'en avaient pas envie. Enfin, c'est la situation de Westbrook, je le plains parce que c'est compliqué. C'est pas lui qui a. Voilà, il a pas volé l'argent, on lui a donné, il est là, on lui a fait ce trade-là, c'est compliqué. J'ai presque maintenant, j'ai toujours cette espèce de symptôme inverse qui fait que j'ai envie qu'il réussisse maintenant parce qu'il a tellement pris cher que c'est compliqué. Mais après, sur le reste, oui, le coup d'Anthony Davis qui nous fait, on va passer sous le radar, c'est risible, mais c'est un peu, c'est Los Angeles, quoi. LeBron, il aime bien aussi manier ce côté narration, personne ne Ouais. croit en nous et machin, alors que bon, là, c'est plutôt. Si vous n'êtes encore pas qualifié en playoff ou si vous n'êtes pas top 5, les gars, c'est un scandale. Moi, j'aurais préféré qu'il parle du vrai problème, c'est-à-dire que Davis et du coup maintenant LeBron, parce qu'il a plus 20 piges, arrive à rester en forme physiquement plus de 20 matchs, quoi. De toute façon, voilà, Anthony Davis est peut-être pas le meilleur joueur de cette équipe, mais c'est le joueur le plus important C'est et c'est sûr, aussi le plus c'est fragile. Donc sûr. c'est quand même celui qui a les clés en main. Parce qu'effectivement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a beaucoup parlé des relations Beverley-Westbrook, etc., qui restent un problème. Pour le coup, les Lakers, une grande partie de leur, comment dire, de leur problème est plus à régler sur le terrain que dans les vestiaires, j'ai le sentiment. Il faudra Ouais, voir ouais. quelle sera la rotation. Ouais. Est-ce que le coach arrivera à trouver une manière d'utiliser Russell Westbrook qui aura plus de sens que ce n'a été le cas par le passé? Est-ce qu'Anthony Davis réussira à rester sur le terrain? Est-ce qu'il retrouvera un minimum de tirs extérieurs? Parce que l'an dernier, c'était quand même assez moche. Ses performances, enfin, il n'était pas à son meilleur niveau. Quand il était sur le terrain, il n'était quand même pas à son meilleur niveau. C'est plus ça les questions, parce qu'au bout du compte, l'effectif des Lakers me semble quand même meilleur que l'an dernier. Oui. Je pense que le titre n'est pas dans l'équation pour eux, mais bon. Mais en tout cas, ils peuvent espérer, enfin j'espère, enfin, c'est la base quoi, de faire mieux que l'an dernier. Mais voilà, c'est plus des questions basket finalement qui doivent, voilà, qui interpellent du côté des Lakers que des questions que par rapport à ce qu'on disait sur les Nets où c'est Oui, beaucoup de c'est choses en l'inverse. dehors du terrain sur les personnalités des joueurs, quoi. Ils sont pas très deep hein, au niveau banc, c'est pas fou sur la qualité. Là, évidemment, le 5, si tu as un LeBron qui est. LeBron, il va essayer. Je l'ai mis dans l'article sur les MVP potentiels de la saison américain, parce que je pense qu'avec toute la narration autour du record au scoring et tout, je pense qu'il est vraiment motivé pour faire une grosse saison. Mais si Anthony Davis n'est pas fiable physiquement et que derrière, il y a toujours les problèmes avec Westbrook, Beverly, c'est super hein, pour le vestiaire, il va essayer de rentrer dans la tronche de tout le monde, mais est-ce que sur le terrain, juste sportivement au niveau basket, ça va être cool? Je ne sais pas. Parce que le reste derrière, c'est un petit peu. Moi, ça me semble un peu léger. Le recrutement est honnête avec des mecs valeureux, mais je ne sais pas si. Je sais, effectivement, tu disais le titre n'est pas dans l'équation. J'ai du mal à les mettre dans les 4-5 vraiment plus crédibles, en fait. Moi, je pense qu'ils ont quand même fait un bon recrutement. Après, Ah ouais, ouais, sans doute. Mais je dirais qu'ils sont plus deep que l'an dernier quand même. Avec Juan Toscano Anderson, il y aura des retours. Austin Reeves qui va continuer de Lonnie progresser. Walker. Il y aura au moins un entre Schroeder. Tu as cité qui, pardon? Lonnie Walker.
Ouais, Lonnie Walker, exactement. Je savais qu'ils avaient recruté un autre jeune en plus enfin, tu sais, qu'il y avait Kendrick Nunn l'an dernier. Et donc là, Lonnie Walker, ouais, qui, je pense, va leur faire du bien. Il va reprendre le rôle de Malik Monk. Euh, il y a quand même Schroeder ou Beverley, un des deux, qui sortira du banc, voire Westbrook. Non, je pense que l'équipe est bonne. Après, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est le fit. Je suis d'accord avec toi, Théo. J'ai l'impression que le niveau basket, c'est là où. Et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est le plus dur à régler finalement. Est-ce que c'est les problèmes de vestiaire? Est-ce que c'est les problèmes de terrain? Tu peux être tenté de penser que c'est les problèmes de terrain qui sont plus faciles à régler. Mais voilà, l'effectif est, je trouve bon, je trouve profond, mais je ne suis pas sûr qu'il soit ultra complémentaire. En tout cas, tant qu'il y a Westbrook, et même Schroeder et Beverley, ce pas d'excellents tireurs à 3 points. Tu vois. Je pense quand même qu'avec LeBron, au bout de compte, quand même, ce qu'il faut, c'est des mecs qui savent tirer à 3 points et défendre. Et que si tu as juste ça, tu as toujours une équipe qui va aller loin. Je suis d'accord avec Shai, je pense que ce sera un candidat au MVP si les Lakers sont dans le top 4 à l'Ouest. Et je pense qu'ils peuvent être dans le top 4 à l'Ouest si Anthony Davis reste en bonne santé. Après, les propos de Davis, en fait, c'est juste encore une illustration du fait qu'Anthony Davis, il comprend rien à ce qui se passe. Non, mais je suis désolé d'être aussi Tellement cash, dur. non, mais je suis désolé d'être aussi cash, mais à un moment, en fait, Anthony Davis, il capte jamais rien de ce qui se passe. Et c'est un joueur que j'ai longtemps défendu, hein, mais je me rends compte, Ouais. plus le temps passe, il est complètement déconnecté des situations. Tu sais, c'est le mec qui arrive toujours à taper à côté, tu vois. Même quand il parle du statut d'outsider, ce qu'il n'a pas capté. Oui, c'est vrai, les Lakers ne seront pas considérés parmi les grands favoris, mais c'est uniquement parce qu'ils ont fait une saison complètement dégueulasse. Donc, ce n'est pas un outsider comme Memphis ou Portland, où tu vois des équipes où tu te dis, bon, c'est pas la même chose. C'est juste qu'ils ont été tellement nuls que le fossé, l'écart qu'il y a entre passer de la 11e et la première place est tellement grand. C'est pour ça qu'ils sont, entre guillemets, outsiders. Mais sur le traitement médiatique, sur les attentes, sur les espérances, ils ne seront pas des outsiders. Ça reste championship or bust. Et encore une fois, ils tapent à côté. Et bon, après, voilà, c'est du discours aussi de pré-saison et peut-être qu'il se met ça qu'il se met ça dans la tête, mais ouais, encore une fois, à côté de la plaque. Moi les Lakers, j'ai peur pour eux quand LeBron va se barrer. Hein. C'est lui qui doit reprendre la franchise. Au niveau du talent, Anthony Davis, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs joueurs du monde. Je pense que quand il est en bonne santé, il y a même une petite période où c'était peut-être même le meilleur joueur du monde, mais il n'y est pas en fait. Il ne comprend pas. Ça Ouais, c'est vrai que m'inquiéterait. ces déclarations sont toujours un peu dures parce que c'est pareil, là, il disait enfin, c'est dur de traduire vraiment en français, mais il prévoyait de jouer comme s'il avait quelque chose à prouver. Mais en fait, l'expression, c'était he planned to play like he has a chip on his shoulder. Mais c'est pas Ouais. quelque chose que tu prévois, en fait. Soit tu as quelque chose à prouver au plus profond de toi et c'est une espèce de feu qui brûle en toi, comme quelque part, t'es Russell Westbrook, même si on veut, qui a toujours joué comme ça, tu sais, qui va être à 2000% tout le temps. Mais c'est pas quelque chose, tu dis, ouais, il faut que je pense, demain j'ai match, il faut que je me rappelle, faut que je joue comme si j'avais quelque chose à prouver, quoi. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. C'est juste pas comme ça que ça marche. Ça me fait penser à ce que tu dis. Ça m'en fait penser au tweet avec le chip on his shoulder. Et il y a un mec qui a mis Anthony Davis va manquer les 6 premières semaines donc en anglais, hein, mais les 6 premières semaines de compétition. Et entre parenthèses, là où tu mets le motif de la blessure, chip on his shoulder, ça m'a tué. C'est vrai qu'un mec avec des épaules aussi fragiles, c'est très ironique qu'il te parle de jouer avec un chip. Par contre, je pense, tu sais, il y a des lois de série. À un moment, tu peux pas. C'est comme pour Kawhi Leonard. Je sais pas si on parlera peut-être pas des Clippers, mais à un moment, tu peux pas être tout le temps blessé. Et je pense qu'Anthony Davis, quand même, voilà, la logique veut qu'à un moment, il joue quand même 65-70 matchs. Tu vois. Tout le temps des petites, c'est tout le temps des trucs, vraiment des Ouais, blessures qui semblent à un coup 2 semaines, un coup 3 semaines, mais c'est toujours au mauvais moment. Il a toujours du mal à revenir tout de suite très fort. oui, oui, mais Moi, c'est un oui, manque bien de sûr. stabilité chronique presque en fait. Mais je pense qu'il en aura moins cette saison, en fait, paradoxalement. En tout cas, je Ouais, leur souhaite. Hein, mais ouais. voilà, je ne serais pas étonné. Enfin, tu vois, il ne fera pas toujours des saisons à 40 matchs. Même au Pélican, on rigolait parce qu'il avait beaucoup de blessures, mais au final, il ne faisait pas non plus toujours des saisons à 40 matchs. Après des périodes de blessures, il y avait quand même un moment où ça allait mieux. Peut-être parce que pendant l'été, je ne sais pas, plus de proprio, conception, plus de préparation, etc. Je pense que là, il a quand même pris une bonne claque et va quand même arriver mieux préparé. Donc, bon, il y a quand même de l'espoir pour cette équipe des Lakers de faire au moins bonne figure. Après, bon, de toute façon, je pense que Russell Westbrook, toute l'année, ils seront à l'affût et ils savent de toute façon, ils savent un truc. Ils savent que ça dépend
de OK, est-ce qu'on est prêt à lâcher 2 pics ou pas? Si à un moment, c'est leur choix, c'est entre leurs mains. En vérité, Russell Westbrook, ils auraient déjà pu le transférer. Je pense que Indiana, les Spurs, on sait que ces deux équipes-là, elles sont prêtes à prendre le contrat en charge. Elles ne vont pas faire jouer Westbrook, elles vont juste prendre en charge le contrat. Tout ce qu'elles veulent, c'est les pics. Voilà, ça dépend que de ça. Si 15 novembre, Rob Pelinka, il décide 15, ouais, allez, bon, c'est bon, on lâche les 2 pics, Westbrook, il file. Donc bon, il y aura ce truc-là au-dessus de sa tête. Ils vont voir si ça marche pas. Ils ont déjà pris les remplacements qu'il fallait. Ils joueront avec Schroeder, Beverley, LeBron. Et Westbrook, ça sautera, je pense. Ouais. Et Anthony Davis était revenu l'an dernier avec soi-disant 15 kilos de muscles de plus. C'est ça qu'on l'avait trouvé hyper balèze. Là, il y a un joueur qui est revenu avec 45 kilos de moins. C'est James Harden du côté de Philadelphie. Alors, est-ce que, info ou intox, James Harden a passé le plus gros été de toute sa carrière parce que lui aussi, il a des tas de choses à prouver. Il s'est enfermé à la salle pour revenir dans le meilleur état de forme de toute sa vie. Comment vous voyez le retour de James Harden après une nouvelle quand même sortie de playoff tristoun, pour utiliser un terme vraiment old school, voire et rester avec des termes qui ne sont pas trop En vrai injurieux. terme de daron. Voilà, exactement. Qu'est-ce que info ou intox pour James Harden au top de sa forme cette saison? Ouais, je pense, alors, je l'ai critiqué aussi pour les derniers mois, mais je pense plus info parce que c'est en droite lignée au moins avec ce qu'il a annoncé en arrivant. Le côté, voilà, on va beaucoup bosser pendant l'intersaison. Je suis un peu le mentor de certains jeunes joueurs comme Tyrese Maxey, tout ça. Donc je pense qu'il est, il est bien sur, ouais, pauvre Maxi. Ah, il va découvrir les strip clubs de Philadelphie s'il ne connaît pas encore, ça va être. Mais en tout cas, c'est cohérent avec ce qu'il a annoncé. Il est parvenu hors de forme après avoir déclaré qu'il allait bosser comme un fou. Au moins, il est affûté. Il a l'air d'être dans le bon état d'esprit et de vouloir être là, c'est déjà pas mal. Il n'a pas l'air de trouver les gars trop louches autour de lui comme à Brooklyn. Donc, je pense qu'il est dans une bonne forme et en fait qu'il n'a pas le choix. Parce que si là, c'est un échec à Philadelphie, si on commence à redire oh là là, regardez Harden, il a du bide, ou Harden, il a plus d'explosivité, il est encore nul en playoff, bah là, l'image qu'il laisse en NBA, ça change toute la vision qu'on a sur sa carrière après, quoi. Donc je pense qu'il n'a pas le droit à l'erreur et qu'il sait qu'il peut plus se reposer que sur tous ses acquis techniques, qu'il a besoin d'être vraiment au top physiquement et je pense qu'il va l'être au moins au début de la saison. Et après, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Moi, je suis à mi-chemin entre info et intox. Je pense qu'il est en forme, comme tu as dit. Mais je trouve que la question, en fait, elle est presque. Tu vois, genre ce qu'on a vu l'an dernier, après son arrivée à Philly, et même un peu avant à Brooklyn, c'est qu'on a eu l'impression qu'Harden commençait son déclin. Ouais. Pas dire que c'est plus un bon joueur, hein. Pas dire que c'est plus un All-Star. Je pense que même là, en déclinant, c'est encore un mec qui t'apporte 20 points, 10 passes. Sauf que pour Philly, je ne sais pas si, sachant qu'il était même un peu en dessous de 20 points, c'était plus 18-10 sur les playoffs, est-ce que ça suffit? Je ne suis pas sûr. À moins d'une forte explosion de Maxey, je pense qu'ils ont encore besoin d'un Harden superstar. Ils ont besoin de 2 superstars. Les Sixers fait partie des équipes qui ont vraiment besoin de 2 superstars. Donc la question, je la vois plus sur est-ce que Harden, c'est toujours une superstar et c'était juste un accident, ou est-ce que ça a entamé la peut-être longue régression, tu vois, c'est-à-dire que ça va pas non plus, on va toujours avoir un joueur fort. Et là, je suis à mi-chemin. Je ne sais pas vraiment encore sur quel pied danser. Je pense qu'il sera en forme, mais est-ce que même en forme, il arrive toujours à être. Je ne vois plus être ce joueur qui claquait 30 points aux Rockets, quoi. De toute façon, il n'a pas besoin de claquer 30 points aux Sixers. Mais par contre, je pense qu'il y aura vraiment des bons matchs, tu vois. Mais que ça sera plus assez régulier pour que vraiment on se dise, OK, c'est un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue. Il n'y a pas longtemps, Harden, c'était pour certains le meilleur joueur de la Ligue, ou en tout cas dans les 2-3 meilleurs joueurs de la Ligue. Je pense que là, on a vraiment ce cap et il est fini, quoi. Il y a eu une descente d'un cran. Et lui avait promis que pendant l'été, là, les 45 kilos, il ironise, mais ce qu'il veut dire, c'est ouais, je vais revenir à mon ancien niveau, quoi. Ça, moi, je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il sera fort, mais l'ancien niveau, ça, c'est fini. Le Harden MVP, c'est derrière, je pense. Il y a besoin qu'il soit fort, en fait, parce que Embiid, le schéma, il se répète un peu tous les ans. Il arrive en playoff, soit un peu blessé, soit un peu fatigué, parce qu'il a porté l'équipe sur une campagne où il a été quasi MVP. Ils ont besoin, je pense, que la charge soit allégée sur Embiid. Donc ça passe aussi par, évidemment, alors pas par une saison de niveau MVP pour Harden, mais au moins qu'il fasse les choses qui permettent de partager un peu mieux les tâches et qu'Embiid soit moins sollicité, je trouve. Je suis comme vous dans le sens où je pense effectivement qu'il va revenir
qui va aborder cette reprise dans la meilleure forme de sa carrière. Je pense aussi que c'est pas forcément dur parce que les dernières fois qu'il a repris en début de saison étaient pas loin d'être dans des formes de physique catastrophiques. Je pense aussi que, comme vous, que son association avec Embiid et l'équipe qu'ont assemblé les Sixers a de quoi être bonne, a de quoi être forte même. Je pense qu'offensivement, ça sera très bon. Voilà, les stats avancées là, du jeu à deux entre James Harden et Joel Embiid, tu peux construire une attaque vraiment hyper solide autour de ce duo-là, sans parler même des joueurs qui l'entourent. Le problème, et ce qui est dur pour Philly, c'est que je pense qu'ils peuvent faire la saison qu'ils veulent, saison régulière. Ils ne pourront pas connaître leur réel potentiel avant les playoffs. Et c'est systématiquement le moment où, comme tu l'as dit, Shai, soit Joel Embiid jusqu'à présent a été diminué parce que trop utilisé pendant la saison régulière. Et c'est aussi le moment où systématiquement, James Harden montre qu'il n'est pas le même joueur en playoff qu'il ne l'est en saison régulière. Et vu leur roster, vu les complexités défensives qui peuvent survenir s'ils veulent faire jouer Maxey et James Harden de longues minutes ensemble sur des matchs coup près, je suis peu enthousiaste pour les chances de titre des Sixers. Je pense qu'ils peuvent faire une très belle saison. Je pense qu'ils peuvent aller relativement loin en playoff. Mais je ne vois pas effectivement à ce stade de la carrière de James Harden et tel que l'équipe est construite à l'instant T, comment ça pourrait changer la donne et au point de les mettre parmi les équipes les plus… Enfin, il y a d'autres équipes même à l'Est que je vois mieux armées pour pouvoir sortir de la conférence Est que Philly. Non, c'est clair. Et c'est intriguant leur duo là. C'est un one-two punch vraiment à l'ancienne, c'est à la Kobe Shaq, des trucs comme ça. On ne sait pas trop est-ce que ça peut encore marcher en NBA au final, un duo comme ça, avec l'évolution du style de jeu. Mais moi, je suis comme toi, je pense qu'effectivement, leur vrai potentiel et leur vraie limite, c'est en playoff qu'on va les voir. Donc au final, c'est un peu le piège avec Philly. C'est vraiment l'équipe qui peut finir première à l'Est et pourtant, tu n'as pas l'impression que c'est la meilleure équipe à l'Est. C'est ça. C'est exactement ça. Ou que ça peut être la meilleure équipe à l'Est, mais bon, après, ce ne serait pas la première équipe. Ce n'est pas parce que tu finis premier de ta conférence que tu figures, que tu as atteint les finales NBA ou que tu es potentiellement champion. Hein. Ça ne serait pas une première du côté de Philly. Mais bon, avec James Harden, je reste quand même toujours super circonspect. J'avoue que j'ai quand même du mal. J'ai du mal à avoir confiance en… Alors, ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais j'ai du mal à avoir confiance en Kyrie Irving pour tout un tas de raisons. Et j'ai aussi beaucoup de mal à avoir confiance en James Harden dans sa capacité à vraiment pouvoir porter son équipe en playoff notamment et leur faire passer le cap nécessaire pour aller jusqu'au bout. Parce que pour cette équipe aussi, c'est le titre ou rien au bout du compte. Moi, je vous l'avais dit l'année dernière et c'était un peu sur le ton de la provoque et pas très réaliste, mais je voyais Harden sur un déclin qui l'amène à redevenir un sixième homme de luxe, en fait. Ça paraît fou parce que c'était un MVP il y a 4 ans, 5 ans. Mais si il ne modifiait pas son approche, s'il ne modifiait pas sa condition physique, ça, a priori, c'est en train d'être le cas. Je le vois plus être utile dans ce rôle-là que qu'en titulaire. Après, à l'instant T, ça reste encore provoque, mais il faut faire attention. Ouais, je pense qu'il a quand même encore… Tu vois, par exemple, je pense qu'il est quand même… Potentiellement, s'il arrive à se hisser dans les 15 meilleurs joueurs de la Ligue, ce n'est pas impossible, en fait. Je pense que ce n'est pas impossible que Harden soit à ce niveau-là. Donc, je pense qu'effectivement, un sixième homme, dans ce cas-là, c'est limite, c'est Team USA, quoi, mais, à l'heure actuelle. Mais… Oui, je pense qu'il est encore trop fort pour être sixième homme. Je pense c'est-à-dire que bon, voilà, on voit comme joker offensif qui défend pas, on assimile souvent un sixième homme. Mais je pense quand même que tu peux construire une équipe où Harden est titulaire. Par contre, c'est vrai que voilà, ils auront un backcourt petit, enfin avec un petit Maxi et un très mauvais défenseur Harden. Ils auront une équipe, une des rares équipes où il y a vraiment besoin de passer la balle en dessous pour jouer des post-up. Je veux dire, Joel Embiid, il ne va pas vouloir poser 30 écrans par match. Hein. Et quelque part, oui, c'est logique. C'est le meilleur attaquant en post-up de la Ligue avec Nikola Jokic. Il va vouloir des ballons dessous. Donc, ils auront un style très particulier. Cette équipe, en plus, c'est coaché par Doc Rivers, hein, je vous le rappelle. Voilà, ce sera ma conclusion. C'est une équipe coachée par Doc Rivers. Vous pensez qu'en début de saison, Doc Rivers, il a une petite liste avec, bon, si ça ne marche pas cette année,
Je dirais que c'est de la faute de l'état de forme de James Harden, ou B, Tobias de Harris. l'état de forme de Joel Embiid, ou C, parce que Ben Simmons, non, Ben Simmons, c'est plus possible. Donc, est-ce qu'il Tobias faudrait Harris, qu'il ait c'est mis- Tobias Harris qui va prendre cette Eh affaire. oui. C'est ça, exactement. Bon, allez, on va s'arrêter sur le Doc Rivers bashing. Et pour finir, simplement un petit mot sur les Celtics. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Bon, voilà, à moins de vivre dans une grotte, vous savez, tout le bazar qui entoure les Celtics en ce début de saison. Boxon complètement, on ne pouvait pas le voir venir. Quasiment pour tout le monde, c'était probablement l'une des équipes les plus, dans lesquelles qui avait le plus de chances. On pouvait se dire, bon, bah, eux, les Celtics sont certainement l'équipe favorite pour sortir de l'Est, ou parmi les 2 équipes ou 3 équipes favorites pour sortir de l'Est. Au bout du compte, Ime Udoka ne coachera pas cette année, donc nouveau coach, nouvelle alchimie à trouver. Tatum, comme tu nous le disais tout à l'heure, Shai, tu avais repéré cette phrase où il disait il expliquait avoir appris l'affaire Udoka sur Twitter. Tellement, finalement, cette équipe qu'on pensait faire partie des équipes qui avaient le plus de certitude ou moins de conviction sur comment elle pouvait aborder cette saison, se retrouve avec beaucoup de questions qui l'entourent. Est-ce que vous pensez que ça peut déstabiliser le début de saison des Celtics sur le terrain? Est-ce que vous pensez qu'au contraire, ça peut les souder et leur donner peut-être une manière de se refermer sur eux-mêmes de manière positive? Comment vous pensez que ça peut impacter le début de Boston, toute cette affaire? Ouais, je pense que dans tous les cas, l'intersaison qui avait bien commencé, je trouve, les recrues étaient plutôt intéressantes entre Brogdon, Gallinari, tout ça. C'est fou à quel point c'est devenu un cauchemar en quelques semaines, en fait. Parce que, après, on en pense ce qu'on veut, mais ils ont eu la possibilité de recruter Kevin Durant, clairement. Ça a fait des petits remous en interne. On le sait que Jaylen Brown, il n'a pas apprécié d'être dans les discussions. Il aurait aimé tout de suite qu'on dise non, Jaylen Brown intransférable. On sait que ça l'a un peu chagriné tellement qu'il est parti s'entraîner comme un malade, faire de la muscu sous-marine pour montrer qu'il allait tout casser cette année. Mais donc il y a eu ça à ce côté. Donc le trade un peu, les discussions autour qui n'ont pas, à mon avis, mis une super ambiance dans l'équipe. Derrière, Gallinari se fait les croisés aussi en passant quand même. C'est quand même une des recrues majeures, même si c'est en sortie de banc, c'était important. Et l'affaire Udoka qu'on n'a pas pu venir et qui... alors Tatum qui nous dit qu'il a appris sur Twitter, j'y crois pas une seconde parce que tout le monde devait être au courant dans l'équipe parce que je pense qu'on n'a pas les détails de l'affaire en fait, hein, donc c'est compliqué de s'exprimer dessus complètement, mais je pense que tous les joueurs étaient au courant et que c'était latent et que ça allait sortir. Et donc du coup, le fait de plus avoir le coach qui vous a emmené en finale, c'est quand même un énorme problème. Donc oui, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas les affecter. Même sportivement en fait, parce qu'il va falloir réapprendre plein de choses avec un nouveau coach, même s'il était déjà là. Ils vont être scrutés pour plein de raisons aussi, parce que Tatum, sportivement, ils attendent aussi qu'il passe encore un cap. Il a été super la saison dernière, mais on est resté sur l'impression de frustration de la dernière série. Sur l'intersaison, je suis passé de ultra optimiste en me disant, ouais, franchement, ils ont montré que défensivement, c'était exceptionnel, ils étaient encore jeunes, tout clique, à ça va être compliqué, quoi. Ouais, moi, j'ai du mal à savoir de quelle manière ça va les impacter, mais c'est sûr que ça va les impacter. Il faudrait voir, va falloir qu'on attende d'avoir l'étendue des détails de cette affaire quand même. Ça a l'air très sombre, plus grave que ce qu'on pense. Ouais, parce que là, pour c'est l'instant, pas une affaire de cul, c'est différent apparemment. Parce que là, on n'arrive pas à savoir si c'est entre guillemets Udoka qui a raconté des trucs, qui a raconté ce qu'il avait fait avec la fille un peu partout en mode gros lourd et que les joueurs étaient au courant, etc. Ou s'il y a eu des implications encore plus graves. Donc tant qu'on n'a pas de détails, on ne peut pas. Ouais, ça a l'air plus grave. Et apparemment, il y a aussi le mari de la femme en question qui a appris via une vidéo. C'est le mari qui a alerté. Les Celtics donc, ont appris le truc, parce qu'on ne sait pas forcément de quelle manière, mais leur relation, c'est su. C'était une employée qui gérait les déplacements de l'équipe et aussi de la femme de Udoka. Donc c'est ce qui était un peu délicat. Mais bon, toujours rien d'extraordinaire. Et les Celtics, visiblement, avaient prévu de plus ou moins étouffer l'affaire et de même pas prévenir qui que ce soit, en fait. Oui, c'est ça. J'ai pas l'impression que ce soit la relation. En fait, c'est-à-dire que ça a été très vite présenté, notamment par ESPN. Wojnarowski est représenté par le même agent qui met Udoka. Il faut savoir que c'est la même agence. Et donc, ESPN a vachement tempéré beaucoup de choses, même encore aujourd'hui sur Udoka. Alors que les autres médias sont
et les autres médias fiables, je ne prends même pas en compte les rumeurs qui circulent un peu partout, sont quand même plus graves et dans leur ton. Bon, on n'a pas encore les détails de cette affaire, mais c'est-à-dire que le premier truc c'était un peu c'est une histoire de mœurs, il y a une relation extra-conjugale, mais en NBA, on n'est pas suspendu 1 an pour une relation extra-conjugale. Vous avez On vu est Matt sur Barnes? une Vous ligue avez vu où. Matt Barnes? Matt Barnes qui a dit. Ouais, Parce que pour Matt Barnes qui a vu et fait des dingueries quand même, il est dans sa voiture et dit non, au début j'ai défendu Udoka bec et ongle et puis après on m'a expliqué toute l'affaire et c'est dark. Tu te dis, ouais. oh, ça doit être, il y a vraiment un délire bizarre. Il y a Quoi. plusieurs agents qui ont dit qu'Udoka c'était fini en NBA. Oui, oui. De C'est- toute façon, là, c'est- si tu le suspends 1 an, c'est peut-être clairement pour pas lui payer tout de suite des trucs, peut-être, ouais. pour voir si ça se tasse ou pas. Mais je pense aussi qu'en tout cas à Boston, c'est terminé. C'est peut-être tout simplement pour des raisons légales aussi, parce que Oui. pour pas être accusé d'avoir renvoyé quelqu'un sans qu'un jugement ait été rendu ou sans Ouais. qu'une enquête ait été jusqu'au bout. Effectivement, Boston, c'est quand même tout était bien parti. Effectivement, à partir de la blessure de Gallinari, tout est parti en vrille, limite. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont parties en vrille. Juste pour finir sur une note un peu plus légère, tu parlais tout à l'heure des entraînements sous-marins de Jalen Brown, joueur que j'adore par contre, mais j'ai pas très bien suivi si ce type d'entraînement allait lui permettre de pouvoir progresser un petit peu au dribble et de pouvoir poser 2 dribbles vers le cercle sans se faire intercepter systématiquement la balle. C'est bien pour la condition physique, mais pour la tenue de balle, je suis pas sûr, quoi. Je suis pas sûr que ça soit l'idéal. En parlant de conditions physiques, juste j'en profite, on n'a pas parlé de Zion Williamson. Et Ouais. là, pour le coup, je me permets de le lancer parce qu'en gros, on a été sur pas mal d'intox depuis le début là. Et donc, il y a Zion. Est-ce qu'il est vraiment très en forme ou pas? Et là, moi, je serais vachement tenté d'aller du côté info, en fait. Je Ouais. pense que Zion Williamson, il va casser des cercles cette année. Bah, ouais, là où on se demandait, c'est que il a signé son contrat avec des clauses qui lui donnaient, qui l'obligeaient à être sous une certaine masse graisseuse, à un certain poids pour en toucher la totalité. Et à partir de là, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment mis en mode. Il s'est dit, ah bon, pas que je déconne quand même. Et il a dit qu'il allait travailler pendant l'été. Donc là, on attendait quand même de voir parce que ça reste visiblement quand même un bon vivant. C'est pas un forcené du boulot pour l'instant. Et la semaine dernière, son préparateur a dit ouais, on a travaillé comme des fous au niveau alimentaire, machin. Il va revenir forme de sa vie. On attendait quand même de voir. Et il s'est pointé au Media Day avec un sourire pas possible et effectivement une forme même meilleure, en tout cas visuellement, que ce qu'on l'avait vu à son arrivée en NBA. Donc, avec Il a des le bras problème du bien pied qui est tracés. réglé. Voilà, le problème du pied qui est réglé aussi, ça c'est le plus important parce qu'il aurait peut-être été capable de jouer avec quelques kilos en plus, mais avec le pied, il a un jeu tellement axé sur la domination à l'intérieur, l'explosivité, que ça aurait été compliqué. Et les Pélicans, du coup, grosse surprise potentielle quand même à l'Ouest, Ouais, ouais, parce ouais. qu'au bout du compte, ils ont une équipe qui est plus que correcte, bien équilibrée, et on a finalement, Zion, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu jouer, on l'a si peu vu jouer finalement en NBA qu'on a tendance à oublier un petit peu les choses qu'il avait montrées avant de se blesser. Mm. Je partage votre avis là-dessus, là, c'est du côté info, et s'il peut rester en forme et faire une saison où il reste sur le terrain toute l'année, il peut y avoir vraiment un truc vraiment intéressant du côté de New Orleans cette saison, je pense. L'équipe, elle est franchement, c'est divisante parce que ce qu'ils avaient déjà réussi à faire sans Zion l'année dernière, l'espèce de run en fin de saison, la qualif en playoff avec voilà, une équipe, oui, pas mal sur le papier, mais c'était pas fou. Les mecs qui te renversaient la table comme Herb Jones, super saison rookie et qui va encore être, à mon avis, très très fort cette année. J'ai oublié le nom du petit meneur. Alvarado. Merci Alvarado. Ouais. Alvarado, le kleptomane qui a fait une super. Pareil, là, ça, c'est des role-players, c'est super d'avoir déjà ça. Il y a Brandon Et Ingram, C'est CJ un McCollum. rookie McCollum, intéressant. ouais, CJ Ouais, McCollum CJ. qui a vraiment tout de suite pris le rôle de mentor un petit peu de cette équipe, quoi. J'ai trouvé. Et il a repris, on peut lui filer le trophée, on va pouvoir lui filer le trophée Mike Conley du meilleur joueur jamais All-Star. Ça va être McCollum au bout d'un moment. Mais Conley, il n'a pas été au final. Conley l'a été, mais pendant des, Ah, ok. pendant Ouais. des années. Ouais. Quand c'était trop tard, il l'a été quand c'était plus. Ouais, il l'a été quand il ne devait plus l'être. Ouais. C'est ça, mais c'est McCollum, là, son passage aux Pelicans l'année dernière a été vraiment très bon. C'est un joueur fiable. Il a un côté expérience, leader. Là, franchement, les Pelicans, sur le papier, s'il n'y a pas de blessure, c'est le coaching très bon. Avec votre gars Willie Green, quand même, c'est cool. Je suis complètement info sur les Pelicans crédibles et sur Zion crédible, parce qu'avant sa blessure,
faut se rappeler du délire que c'était All-Star, ça, au niveau adresse, c'était fou. Voilà, moi j'y crois. Moi, je vais être obligé du coup comment dire, je sais plus, on avait fait un podcast sur New Orleans et j'avais dit non, mais les Pélicans de toute façon seraient toujours la merde. Et je pense comme vous, je pense que ça va être une très belle équipe. Je vais envoyer une petite taille comme ça aux Timberwolves gratuitement, mais je pense que ça va être bien meilleur. C'est pas seulement ça va être meilleur, je pense que ça va être bien meilleur que les Wolves. Et je trouve qu'ils ont le trio, tu vois, dans leur construction de trio, Zion, ça sera la superstar, clairement. Je trouve que Brandon Ingram, s'il est intelligent, alors c'est un si, je dis pas que le si, c'est pas sur son intelligence, mais arriver à devenir Paul George, c'est difficile. Brandon Ingram, il va falloir qu'il comprenne qu'il faut qu'il devienne Paul George. Il faut qu'il soit capable d'être la parfaite deuxième option. Je ne suis pas encore certain que Ingram et Zion, ça joue ensemble. Je ne suis pas encore sûr, honnêtement. Par contre, il a le talent, le profil pour être cette deuxième option et pour être ce Paul George. Le mec qui va à la fois être capable de scorer quand il faut, défendre, prendre des rebonds, faire des passes. Ça peut être la meilleure deuxième option de la ligue. Brandon Ingram, derrière Paul George. Donc, ils ont cette deuxième option, en tout cas théoriquement. Et ils ont McCollum qui va être le leader vétéran, qui est aussi très fort. Et si McCollum, c'est ta troisième option, tu as vraiment une équipe très, très forte. Ouais, d'autant que les role-players autour sont bons. Josh Ouais. Hart, Herb Jones, comme tu disais. Non, Josh Hart, il n'est plus là. Du coup, Josh Hart, il est aux Blazers, mais il y a Herb Jones, Ouais. Alvarado, Voilà. Valanciunas. T'imagines, c'est Valanciunas, ta quatrième option. Alors pareil, je ne suis pas convaincu que Valanciunas, Zion, ça joue tout le temps ensemble, mais là, pour cette année, ça va. Tant que tu n'es pas en train de viser le titre, je pense que ça peut vraiment le faire. Et tu as une équipe vraiment très solide, Valanciunas, Zion, Ingram, McCollum dans ton 5 majeur. Ils ont l'autre Graham qui était pas mauvais aux Hornets, enfin, aux Hornets. Bon, c'est pas ouf, mais tu vois, ça peut faire le taf sur certains matchs. Leur rookie est intéressant, Dyson Daniels. En tout cas, il a l'air intéressant. Non, il y a une vraie bonne équipe. Si ça reste en bonne santé, c'est toujours un grand si, mais si ça reste en bonne santé, ça va aller gratter bien à l'ouest. Ça va être chiant à jouer en playoff. Ouais, je partage ton avis sur Ingram. En fait, je pense que le vrai cap pour lui, c'est la constance. Parce que les matchs où il est bon, limite, tu te dis, mais il y a combien de joueurs vraiment meilleurs que lui sur son poste? Ouais, c'est clair. Tu dis, bon, bah, je peux les compter sur les doigts d'une main, quoi. Et c'est vraiment le problème de la constance dans. C'est notre preview du jour. Top 10 des séries. Eh ben voilà, parfait, voilà, parfait. Transition pour le papier d'Antoine à venir sur Basket Session tout à l'heure. Bah voilà un petit peu ce qu'on avait, voilà, ce qui nous avait tapé dans l'œil suite à ces 2 jours de Media Day. Maintenant, on va avoir hâte de voir un petit peu les images qui sortent des training camps, etc. On va refermer la page NBA là-dessus, et puis on va partir sur l'équipe de France féminine qui joue donc demain son quart de finale face à la Chine, un quart de finale qui s'annonce relevé. Chat, je propose qu'on parte un petit peu avec toi pour commencer. Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Nous, on a suivi avec attention donc, tous les matchs de poule de cette équipe de France. À la veille de ce quart de finale, dans quel état d'esprit tu vois l'équipe, et qu'est-ce que tu as noté tu as repéré de notable dans ce que cette équipe a montré jusqu'à présent? Bah, moi, personnellement, je suis très agréablement surpris parce que peut-être que les gens avaient plus d'attentes, enfin, ont encore toujours des attentes de médailles, forcément, parce que on sort de Jeux Olympiques où on fait troisième, d'un Euro où on fait médaille d'argent, de plusieurs campagnes avec des médailles, tout ça. Mais là, comme on en avait parlé un peu rapidement sur un des derniers épisodes, c'est une équipe vraiment de transition. Il manque plein de leaders, de joueuses expérimentées. C'est un groupe très jeune. Et ce que j'ai vu, c'est un groupe qui est capable de bien réagir dans les matchs, de proposer vraiment un niveau intéressant avec des joueuses qui se révèlent. Dans un groupe, c'était honnêtement sur les 2 groupes, je pense que c'était le groupe de la mort parmi les deux, parce que même si tu n'as pas Team USA, c'était ultra homogène, et on l'a vu avec toutes les équipes qui ont fini à égalité. Donc même si au final ça perd le dernier match de poule et que ça les a mis Contre la en. Serbie, Ouais, contre la Serbie, bon, c'est Oui, pas contre n'importe qui. classique shit, perdre contre la Serbie, même si on les a battus au JO, classique shit de perdre, se fait toujours un peu dominer, out-coacher contre les Serbes, c'est toujours la même histoire. Mais avec un nouveau coach aussi, parce qu'il faut le dire, c'était une inconnue, un coach, j'aurais aimé Toupane qui avait jamais coaché d'équipe féminine non plus. Enfin, c'est plein d'interrogations, et je trouve qu'ils ont été un peu pas balayés, mais même si ça perd contre la Chine, et c'est possible que ça perde contre la Chine, parce que les Chinoises, même si c'est méconnu, elles nous sont supérieures en ce moment, il faut le dire, sur le tournoi et même un peu avant, c'est une équipe
qui en plus a les armes pour contrer ce que propose la France, je pense que ce sera une campagne très positive dans tous les cas, en fait. Parce qu'on a vu des choses, il y a toujours une bonne identité défensive, il se passe des choses cohérentes et prometteuses, avec malgré tout des absences. Donc, Ouais, moi, je suis honnêtement satisfait de ce que j'ai vu, et même si ça sort en quart de finale, je serais quand même satisfait. ouais, je reprécise simplement, si vous n'avez pas suivi, que notamment parmi les absences, il y a Marine Johannes qui s'est blessée vraiment juste avant le début du tournoi Ouais. et qui était quand même, bah voilà, qui aurait été une des joueuses majeures, notamment en attaque de cette équipe. Donc il a fallu vraiment Ouais. reconstruire à la dernière Sandrine minute. Gruda aussi. Sandrine Et Gruda, Sandrine Grouda, oui, meilleure bien sûr. marqueuse d'histoire de l'équipe de Et France. Poupa, Et Miem, Poupa qui est toujours, voilà, qui est dans les titulaires. Ayayi. Miem, c'est la capitaine. Ayayi, c'est des joueuses qui sont là depuis longtemps. Donc là, il y a plein de choses que le grand public, en regardant, connaît sans doute pas, en fait. Des choses des jeunes. Et c'est pour ça que moi, je suis. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec là, l'équipe qui est actuellement, on est allé aussi loin que sur les dernières Coupes du Monde, en fait. Où il y Oui. avait toutes les cadres et plus d'ambition. Là, les quarts de finale, c'est déjà le stade. C'est le même stade qu'avant, en fait. Je, presque, ouais, je tentais de dire que les absentes auront peut-être tort parce que j'ai l'impression qu'il y a un changement de génération. Enfin, on le voit, le changement de génération, on le sait, Complètement. mais je vois plus Marine Fotou sortir du 5 majeur. Ah, de toute façon, il ne faut pas. Hein. Je pense que quels que soient les retours de blessures, ce qu'on veut, voilà. Donc moi, je suis comme toi, je pense que c'est une campagne encourageante quoi qu'il arrive. Il n'y a pas eu que du bon, mais il y a Oui, eu des bons moments contre des grosses équipes, ouais, notamment contre l'Australie et même contre la Serbie. Hein, il y a eu des beaux moments. ouais. Voilà, j'ai l'impression qu'on est à l'aube de quelque chose de grand pour l'équipe de France féminine, si je peux me permettre. Gabi Williams, c'est que le début là. J'ai l'impression que c'est une joueuse, j'en avais parlé vite fait avec toi sur J-Chat, je t'avais demandé, je ne savais pas si elle était All-Star ou pas en WNBA. Ah, elle est Je pense émergente. que je pense que pour l'an prochain, sa place au All-Star Game, ça ne m'étonnerait pas. J'ai l'impression qu'on a une joueuse qui sort de son cocon de joueuse défensif Ouais. et qui a énormément. Je vais faire une comparaison avec les mecs. Il y a un côté de Jimmy Butler, Mhm. tu vois. Joueuse, voilà, à la base, tu avais un rôle et en fait, tu bosses, tu te développes, tu as des qualités athlétiques, tu as un vrai jeu. On se rend compte qu'en fait, offensivement, tu peux vraiment faire la différence Ouais. et petit à petit, tu t'affirmes comme une star. Je pense que elle, ça va être, voilà, on a là en équipe de France, on a notre première option pour quelques compètes à venir. Et Ah, je autour, suis Marine complètement d'accord. Fotou, Eliana Ropert, c'est que le début en fait. Ah, je suis complètement Fotou, c'est d'accord. incroyable son caractère, ce qu'elle montre. Alors tout n'est, parfois c'est brouillon, parfois il y a des déchets. Je pense même que ça va les arranger de partir outsider contre la Chine. Jouer le Team USA, tu es battu d'avance, il faut le Ah ouais, reconnaître. Aujourd'hui, en féminin, tu es battu d'avance. Donc bon, c'est bien, mais bon, même si tu fais bonne figure, tu sors. Là, elles vont partir outsider avec quand même le fait que c'est possible, tu vois, c'est bien sûr. humainement possible. Bien sûr. Donc moi, Et voilà, et comme tu as dit, même si elles sortent, je pense qu'on est... Voilà, on sait que l'équipe féminine a perdu pas mal de finales d'Eurobasket et on est parfois déçu. Et je pense l'équipe de France peut plus se contenter des médailles d'argent sur l'Eurobasket féminin. Mhm. Je pense qu'on n'est plus si loin de l'or pour les prochaines compétitions continentales. Ouais. Mais tu as raison sur le côté, il y a voilà, une nouvelle génération qui arrive, la paire Photo-Rupert qui avait déjà gagné des médailles en jeune. Clairement, c'est un axe. On sent qu'elles n'ont pas vécu les mêmes traumatismes que certaines autres joueuses plus expérimentées, où à un moment, ça devient psychologique. Tu perds 5 fois en finale d'un euro contre les mêmes adversaires. Là, elles ont ce côté décomplexé avec le talent qui va avec, hein, forcément. Même si Iliana Rupert ne fait pas une compétition fantastique au regard de son talent, elle est quand même, voilà, on sent que elle sera Ouais, là. tu sens le potentiel, tu sens Voilà, que le talent est là en fait. C'est qu'une c'est ça. question de temps. Et moi, c'est pour ça que je suis satisfait de ce que je vois parce que je m'attendais, honnêtement, j'avais un peu peur parce que je ne savais pas dans quel sens ça allait, si le style de jeu allait changer. Euh, et même si je ne suis pas ultra optimiste contre la Chine, parce que vous verrez que avec les tours de contrôle à l'intérieur, un jeu ultra physique, parce que c'est un peu le souci qu'on a sur cette Ah compétition, ouais. c'est que là, les filles prennent très cher au rebond à chaque fois, à chaque match quasiment, sans être forcément en plus beaucoup plus petites que les adversaires, et même parfois en étant plus grandes. Là, les Chinoises, à l'intérieur, c'est costaud. Donc, et sur tout le tournoi, elles sont incroyables. Elles ont juste perdu contre Team USA sans prendre une énorme valise en plus. Donc, c'est faisable hein, sur un match. De toute façon, c'est pas comme contre Team USA. Là, il y a un petit espoir.
Et c'est justement parce que si l'espoir est là, c'est aussi parce qu'il y a des joueuses qui n'ont pas connu qui sont complètement décomplexées, qui n'ont pas connu les désillusions des années précédentes. Je vous laisse juste imaginer un 5 Fautou, Johannes, Williams, Chartereau et Rupert au JO 2024. Ça me semble bien solide. C'est pas mal, et il y a encore des joueuses qui ne sont pas là sélectionnées, mais qui sont dans les équipes de jeunes ou qui ont été présélectionnées. Moi, je suis, en tout cas pour le basket, pour les filles de l'équipe de France, je suis très, très, très optimiste. Si, évidemment, la fédération gère bien toutes les histoires qui sont toujours compliquées de joueuses qui viennent ou qui ne viennent pas, où il faut prioriser la WNBA ou l'Euroleague. C'est toujours un peu compliqué, mais tu parlais de Gabby Williams. Voilà, là, elle, l'équipe de France, c'est la récréation quasiment, parce qu'en WNBA, elle est plus role player, même si elle était titulaire à Seattle cette année. Il y a 2, 3, 4 joueuses qui vont plus scorer qu'elle. Là, en équipe de France, c'est la meilleure scoreuse avec Chartereau, mais assez nettement, elle a tout pour prendre l'espace qui était inoccupé, parce qu'aucune joueuse avec ce profil-là était présente avant, même si Sandrine Gruda est très régulière, grosse scoreuse, mais c'est pas le même type de joueuse, c'est une intérieure. Ouais, c'est pas le ballon en main, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment, c'est bloqué, c'est ce qui se passe. De toute façon, dès qu'elles sont bloquées, elles passent la balle à Gabby Williams. Et ça marche assez souvent, il faut le reconnaître. Elle a envie d'être là, elle a envie d'exploser. C'est une super joueuse. C'est une bénédiction qu'elle ait voulu explorer davantage ses origines françaises pour jouer avec nous, quoi. Et donc, Yes. le quart de finale, donc ça sera jeudi à 10h face à la Chine. Et Ouais. puis, donc les phases finales, si je ne me trompe pas, ce sera donc demi-finale vendredi, c'est ça, Shai? Tu confirmes? Finale Alors, dimanche? je ne sais plus si ça s'enchaîne directement. Ce que je sais, par contre, c'est que du coup, le vainqueur de France-Chine affronte le vainqueur de Belgique-Australie. Donc, si on passe la Chine, il n'y a pas tout de suite Team USA, donc il n'y a pas tout de suite zéro chance de... tout est encore faisable, en fait. C'est encore un scénario où on sort la Chine et derrière, si c'est l'Australie, on les a déjà battus en poule, même si c'est le pays hôte et que c'est très fort. Et la Belgique a perdu sa meilleure joueuse, Emma Messman. Donc, il peut y avoir une très belle histoire inattendue encore. Donc, Bon, nous, de toute façon, on sera là pour suivre ça de près. On en reparlera forcément la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, pour faire un bilan un petit peu de ce championnat du monde féminin. Voilà, écoutez, comme vous savez, toute l'actu, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tout ça, c'est sur basketsession.com. Nous, on vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, ou plutôt en cas de performance extraordinaire de l'équipe de France, on pourra éventuellement faire un podcast exceptionnel. On suivra tout ça de près. En tout cas, voilà. Portez-vous bien et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao à tous. ciao. The game is out there, and it's either play or get played.